Alors, comme on n'a pas terminé notre course online, on va les faire comme ça. Alors, je vais corriger l'exercice numéro 1, page 82. Ok, le voilà. Alors, le romantisme est un mouvement uniquement en peinture. C'est faux. Falso. Pourquoi? Parce que en fait, on a vu que le romantisme est un mouvement en peinture, mais aussi en littérature et en musique. Ok? Ce mouvement est né en Angleterre. Faux. Le mouvement est né en fait en Allemagne. Et puis, il s'étend à toute l'Europe. Les romantiques sont très joyeux. Faux. Ok, on a vu qu'ils ont des postures tragiques par rapport au monde. Donc, ils sont tragiques, mélancoliques. Ils ont un dégoût de la vie. Quindi, les sentiments ne sont pas heureux, joyeux. Pour Chateaubriand, l'amour est divinisé. On va voir Chateaubriand, l'amour est idéalisé, divinisé, presque vrai. Chateaubriand aime l'Orient, vrai. On a vu en fait qu'il met l'Orient à la mode parce qu'il écrit de récits des voyages. Scrive dei racconti di viaggio sui suoi viaggi in Oriente, scusate, et mette l'Oriente à la mode. Victor Hugo, donc on change personnage, Victor Hugo n'a jamais écrit des poèmes. Jamais signifie mai. Victor Hugo non ha mai scritto poemi, cioè poesie. On va le voir. Le texte dit que dès son plus jeune âge, Victor Hugo compose des vers et des poèmes. Donc en fait c'est faux. Cioè, non è vero che non ha mai scritto, anzi, da quando è giovane scrive delle poesie. Victor Hugo è très engagé politiquement. Alors, engagé significa impegnato. È molto impegnato politicamente, vero? Ce l'abbiamo qui. Victor Hugo è très engagé politiquement. Victor Hugo a été en exil en Italie. Faux. Il a été en exil a Guernesey, che è un'isola della Manche, della Manica. Victor Hugo è pour la peine de mort. Lui è per la pena di morte, a favore della pena di morte. Qua cosa dice? Il se bat, si batte, pour la liberté, contre la censure, la censura et la peine de mort. Donc en fait, c'est faux. Victor Hugo n'est pas pour la peine de mort, il est contre la peine de mort. Hector Berlioz est un musicien. Alors, Hector Berlioz, on le voit ici, et en fait, il dit que c'est célèbre en musique, donc c'est vrai. Ok, donc ça c'est la correction de cet exercice-là. On va voir maintenant des écoutes, des exercices d'écoute. Le numéro 2 c'est très simple, il numero 2 molto semplice, cioè l'esercizio di per sé, però volevo fare un po' di esercizio di ascolto. Écoute et associe chaque titre, chaque artiste à son tableau. Donc on a le radeau de la Méduse de Géricault e la barque de Dante de la Croix. Dobbiamo associarli. Probabilmente riusciremo a farlo anche senza ascoltare, ma quello che vi chiedo di fare, ripeto, è civilisation et vidéo. È un po' basso. Allora, attendez. Sarà altissimo. Théodore Sì. Géricault peint le radeau de la Méduse en 1818-19. Cette huile sur toile représente un fait historique survenu en 1816, le naufrage de la frégate Méduse. Cette œuvre de très grande dimension, presque 5 mètres sur plus de 7 mètres, rompt complètement avec la peinture néoclassique. Ce tableau attire l'intérêt du public et fait la notoriété de l'artiste. Pour voir ce tableau, il faut se rendre au musée du Louvre à Paris. Le peintre romantique Eugène Delacroix peint La barque de Dante, ou Dante et Virgile aux enfers, en 1822. C'est l'un de ses premiers tableaux. Il est exposé au salon officiel et place l'artiste en génie.
Le peintre s'est inspiré de la Divine Comédie et peint un combat. On note un fort contraste entre le fond de la toile teintée de rouge, qui rappelle l'enfer, et le premier plan avec ses corps pâles. Dante est debout sur la barque avec un bonnet rouge, alors que Virgile observe la scène. Ok, adesso voi non avrete capito quasi nulla, però noi lo riascoltiamo e cerchiamo di capire un po' quello che viene detto. Civilisation et vidéo. Théodore Géricault Quindi parla di Théodore Géricault. peint le radeau de la Méduse en Ok, peint, dipinge, ok, le radeau de la Méduse, la zattera della Medusa, sentiamo quando? 1818-19. Nel 1818-19. Cette huile sur toile représente un fait historique survenu en 1816, le naufrage de la frégate Méduse. Ok, donc l'image, ok, diciamo così, riprende, dice un fatto storico successo davvero, che è il naufragio di questa zattera. Cette œuvre de très grande dimension Cette œuvre de très grande dimension, quindi questa œuvre, abbiamo detto che vuol dire opera, di très grande dimension, di tanto grandi dimensioni, e adesso ci dice quali, sentite bene, presque 5 mètres sur plus de 7 mètres, presque, l'abbiamo visto nel testo, quasi, circa, e mi sono già scordata cosa dice, aspetta, sur plus de 7 mètres, 5 per 7 metri, rompt complètement avec la peinture néoclassique. rompe complètement avec la peinture néoclassique, con la pittura neoclassica, che è quella che precede il periodo romantico. Ce tableau attire l'intérêt du public et fait la notoriété de l'artiste. Ce tableau attire l'interesse du public e fait la notoriété dell'artiste, cioè rende l'artista noto. Attenzione che ci dice dove andarlo a vedere. Pour voir ce tableau, il faut se rendre au musée du Louvre à Paris. Bisogna, ricordate, se rendre, recarsi. È un registro un po' più alto, poteva dire il faut aller, il faut visiter. Invece il faut se rendre, quindi recarsi, al musée du Louvre a Paris. Le peintre romantique Eugène Delacroix Donc, adesso cambia, dice Eugène Delacroix, quindi Delacroix cambia artista e cambia, quindi la 1 era chiaramente la B, la 2 è la A, vediamo un po' come... peint la barque de Dante, où Dante et Virgile aux enfers, en 1822. Ok, quindi dice il dipinge la barque de Dante, la barca di Dante, poi dice una cosa come Virgile et Dante sont aux enfers, cioè sono negli inferi. C'est l'un de ses premiers tableaux. C'est l'un de ses premiers tableaux. Tableau, quadro, quindi è uno dei suoi primi quadri. Il est exposé au salon officiel et Il è exposé au salon officiel, quindi esposto lì. place l'artiste en génie. Le peintre s'est inspiré de la Divine Comédie Le peintre s'est inspiré de la Divine Comédie, quindi il dipinto è ispirato alla Divina Commedia, et peint un combat. e peint un combat, dipinge, cioè raffigura un combattimento. On note un fort contraste On note un fort contraste vediamo, entre le fond de la toile teintée de rouge, qui rappelle l'enfer, entre le fond della toile, della tela, il fondo della tela peinte de rouge, dipinto di rosso, qui richiama l'enfer, et le premier plan avec ses corps pâles. e le premier plan avec ses corps pâles, con questi corpi. Dante est debout sur la barque Dante è debout sur la barque avec un bonnet rouge, avec un bonnet rouge, alors que Virgile observe la scène. mentre Virgile observe la scène. Donc questo è Dante, debout, scusate, vuol dire in piedi sur la barque, et avec les bonnets rouges, e Virgile observe la scène. Adesso che avete capito un po' quello che dice, ve lo faccio riascoltare tutto d'un fiato
in modo che proviate voi a fare questo esercizio, quindi di risentire le parole che abbiamo tradotto. Via. Et vidéo. Théodore Géricault peint le radeau de la Méduse en 1818-19. Cette huile sur toile représente un fait historique survenu en 1816, le naufrage de la frégate Méduse. Cette œuvre de très grande dimension, presque 5 mètres sur plus de 7 mètres, rompt complètement avec la peinture néoclassique. Ce tableau attire l'intérêt du public et fait la notoriété de l'artiste. Pour voir ce tableau, il faut se rendre au musée du Louvre à Paris. Le peintre romantique Eugène Delacroix peint La barque de Dante, ou Dante et Virgile aux enfers, en 1822. C'est l'un de ses premiers tableaux. Il est exposé au salon officiel et place l'artiste en génie. Le peintre s'est inspiré de la Divine Comédie et peint un combat. On note un fort contraste entre le fond de la toile teintée de rouge, qui rappelle l'enfer, et le premier plan avec ses corps pâles. Dante est debout sur la barque avec un bonnet rouge, alors que Virgile observe la scène. Ok, andiamo a vedere l'ultimo, pause cultura, quindi pausa cultura, numero 4, promenade dans Paris. Cosa significa promenade intanto? Significa passeggiata. Esiste un verbo, se promener, che vuol dire passeggiare. Come sapete, prima di fare la comprensione, diamo un'occhiata alle domande. La prima, de quel écrivain parlait-on? Vorrei che qualcuno si soffermasse a dire come mai c'è una T lì. Vi ricordo, questa T, detta T cacofonica, serve solo per separare la E dalla O, cioè separare le due vocali, per pronunciare in modo più, diciamo, più fluido. De quel écrivain parlait-on? Victor Hugo, Alexandre Dumas, Honoré de Balzac. Intanto vi dico, secondo voi, Promenade dans Paris. Alors, dans l'image, non so se lo riconoscete, se ve lo riconoscete, ma è Notre-Dame de Paris. Of course, con queste statue tipiche. Come mai, quindi, se stiamo parlando del romanticismo, ci colleghiamo a Notre-Dame? Non certo perché la cattedrale è stata fatta in quel periodo, o in quello stile, ma perché Victor Hugo ha scritto, come abbiamo visto dal testo, un'opera celebre che si chiama Notre-Dame de Paris, che poi è stata riadattata fin dalla Disney col Gobbo di Notre Dame, quindi famosissima, ed è ambientata proprio a Parigi e proprio a Notre-Dame. Ok, numero 2, où habitait-il? Dove abitava? Numero 3, sur l'île de Saint-Louis, à côté du Jardin de Luxembourg, place des Vosges. Quel roman célèbre a-t-il écrit? Vedete, anche qui c'è una T che mi separa la A dalla I quando faccio l'inversione. Quel roman célèbre? Notre-Dame de Paris, sur le parvis de Notre-Dame, les démons pensifs. Qui représente les gargouilles et les chimères? Des princesses, des plantes, des monstres. Où danse Esmeralda? Sur le parvis de Notre-Dame, dans Notre-Dame, près des cloches de Notre-Dame. Qu'est-ce que le Panthéon? C'est un beau jardin, c'est les lieux où sont inhumés les grands hommes, c'est une place. Ok? Qualche lessico, qualche vocabolo che forse non conoscete, le parvis è il sagrado, cioè lo spazio subito adiacente all'entrata della chiesa. Cloche sono le campane. Inhumé vuol dire sepolti, ok? C'est les lieux où sont sepolti les grands hommes. E poi direi che il resto più o meno lo sapete, quindi pronti, via. Vediamo il video, metto anche i sottotitoli così insomma è più semplice. Suivre un itinéraire romantique dans Paris, c'est marcher dans les pas de Victor Hugo. Rive droite. Place des Vosges, en plein cœur du quartier du Marais. C'est ici que le poète vivait, aussi place Royale, devenue ensuite place des Vosges. De 1832 à 1848, Hugo a loué un appartement situé au 2e étage de cet hôtel particulier. C'est ici qu'il a écrit une de ses plus grandes œuvres et une grande partie des Misérables,
Poursuivons notre visite. Victor Hugo est l'auteur de Notre-Dame de Paris. Ce roman porte le nom de la cathédrale de la ville située sur l'île de la Cité. Le roman compte 59 chapitres et relate une histoire située en 1482. Les personnages célèbres de cette œuvre sont Quasimodo et Esmeralda. Notre-Dame est célèbre pour ses gargouilles et ses chimères. Ces sépultures monstrueuses surveillent la cathédrale. Placées à l'extrémité des gouttières, les gargouilles servent à faire évacuer l'eau de pluie du toit loin de la façade. Les chimères, quant à elles, sont des êtres hybrides qui mélangent tête de lion, corps de chèvre et queue de serpent, par exemple. On en compte 54. La chimère la plus célèbre est le strige, aussi appelé démon pensif. Il semble observer le monde avec nostalgie. Voici aussi les cloches de Notre-Dame. Quasimodo, dans le roman de Victor Hugo, est le sonneur de cloches. Et enfin, voici le parvis, là où la belle Esmeralda dansait. On passe alors rive gauche. Le Panthéon est le lieu où sont inhumés les grands hommes, comme Victor Hugo. Le style du Panthéon est néoclassique et date de la fin du XVIIIe siècle. Non loin de là se trouve le jardin du Luxembourg. Victor Hugo cite souvent ce lieu dans son roman Les Misérables. Ce tour à travers le Paris de Victor Hugo est une petite visite du Paris romantique. Ok, allora lo riguardiamo per capire un po' che cosa dice, nel caso qualcuno non sia riuscito a fare tutto. Suivre un itinéraire. Allora dice suivre un itineraire romantique da Paris, suivre, seguire, un itinerario romantico. L'itinéraire romantique dans Paris, c'est marcher dans les pas de Victor Significa marcher, marcher è un sinonimo di se promener, quindi di camminare sui passi di Victor Hugo. Hugo. Rive droite. Rive droite, vi ricordo che Parigi è divisa in rive droite e rive gauche. La rive gauche è quella, diciamo, se uno guarda una cartina verticale più in basso, la rive droite è quella più in alto, perché la Senna separa, quindi, diciamo così, divide Parigi in due parti, quindi ci si riferisce a queste due parti con il nome di rive droite e rive gauche. Place des Vosges, en plein cœur du quartier du Marais. C'est ici que le poète vivait. C'est ici, è qui che il poeta viveva, quindi dove? A Place des Vosges. Quartier du Marais. C'est ici que le poète vivait, aussi place Royale, devenue ensuite place des Vosges. De 1832 à 1848, Hugo a loué un appartement. Ok, a loué significa ha affittato. A loué un appartement situato au deuxième étage, secondo piano, de cet hôtel particulier. Situé au deuxième étage de cet hôtel particulier. C'est ici qu'il a écrit une de ses plus grandes œuvres et une grande partie des Misérables. C'est ici vuol dire qui, è qui qu'il a écrit qualcuna de ses grandes œuvres, delle sue grandi opere, et une grande partie des Misérables, una grande parte dei Misérables. Poursuivons notre visite. Poursuivons. Alors, suivre, abbiamo detto che vuol dire seguire. Poursuivre, proseguire. Proseguiamo la nostra visita. Victor Hugo est l'auteur de Notre-Dame de Paris. Ce roman porte le nom de la cathédrale de la ville située sur l'île de la Cité. Ve lo ricordo, questo abbiamo già visto. La Notre-Dame è située sur l'île de la Cité, quindi un piccolo isolotto, se vogliamo così definirlo, sulla Senna. Le roman compte 59 chapitres et relate une histoire située en 1482. Les personnages célèbres de cette œuvre sont Quasimodo et Esmeralda. Notre-Dame est célèbre pour ses gargouilles et ses chimères. Ces sépultures monstrueuses surveillent la cathédrale. Ok, donc ce sont des sculptures monstrueuses qui surveillent la cathédrale, quindi hanno una funzione così di guardia, no? Così un po' spirituale, di sorvegliare la cattedrale, ma non solo. Placées à l'extrémité des gouttières, Le gouttières sono le
grondaie, quindi cioè placé, piazzati all'estremità di queste grondaie, cosa fanno? Les gargouilles servent à faire évacuer l'eau de pluie du toit Le gargouille servent a faire evacuare, cioè uscire l'eau de pluie, l'acqua della pluie, la pioggia, du toit, dal tetto, loin de la façade. Quindi in pratica è vero che sono, diciamo, è un decoro, no? Che spaventa il nemico, quello che volete, però di fatto strutturalmente hanno anche una valenza proprio funzionale, cioè fanno colare la pioggia che arriva dal tetto lontano dalla facciata in modo che la facciata non si rovini. loin de la façade. Les chimères, quant à elles, sont des êtres hybrides. Le chimères, come questa, sono des êtres hybrides. Ibridi vuol dire che mélange, vedete, che mescolano, ok, il mel, plusieurs animaux, mescolano più animali. Ad esempio, questa è tête de lion, testa di leone. Qui mélangent tête de lion, corps de chèvre et queue de serpent. Corps de chèvre, corpo di capra, et queue de serpent, coda di serpente. Par exemple, on en compte 54. La chimère la plus célèbre est le strige, aussi appelé démon pensif. Il semble observer le monde avec nostalgie. Voici aussi les cloches de Notre-Dame. Quasimodo, dans le roman de Victor Hugo, est le sonneur de cloches. Le sonneur de cloche, il campanaro, cioè colui che suona le campane. Et enfin, voici le Voici le parvis là où la belle Esmeralda dansait. Questo dansait è un imperfetto, ve lo dico così perché voi lo sappiate, danzava. parvis, là où la belle Esmeralda dansait. On passe alors rive gauche. Le Panthéon est le lieu où sont inhumés les grands hommes, comme Victor Hugo. Le style du Panthéon est néoclassique et date de la fin du XVIIIe siècle. Non loin de là se trouve le jardin du Luxembourg. Victor Hugo cite souvent ce lieu dans son roman Les Misérables. Ce tour, à travers le Paris de Victor Hugo, est une petite visite du Paris romantique. Dice, questo tour, no, nella Parigi di Victor Hugo è una piccola visita della Parigi romantica. Ok. Voilà. È tutto. D'accordo? Fate questo esercizietto e ci vediamo settimana prossima. A bientôt!